Le 17 mars 2026, en milieu d'après-midi, une information commence à circuler dans les couloirs du football africain, d'abord comme une rumeur, puis comme une fuite et finalement comme une décision officielle. La Confédération africaine de football vient de rendre son verdict final. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est officiellement renversée. Le Sénégal n'est plus champion d'Afrique. La CAF attribue la victoire au Maroc sur tapis vert, 3-0. Quelques minutes plus tard, la nouvelle explose sur les réseaux sociaux, dans les rédactions sportives, dans les fédérations, dans les vestiaires de clubs, à travers tout le continent. Les réactions sont immédiates, parfois incrédules, parfois furieuses, car ce verdict signifie une chose extrêmement rare dans l'histoire du sport. Une finale continentale a été réécrite plusieurs semaines après le coup de sifflet final. Pour comprendre comment le football africain a pu en arriver là, il faut revenir en arrière. Revenir à une nuit où l'histoire semblait pourtant déjà écrite. Le 18 janvier 2026, Rabat, le stade Prince Moulay Abdellah est plein, l'atmosphère est électrique. Deux des nations les plus puissantes du football africain s'affrontent pour le titre continental. Le Maroc joue à domicile, porté par un stade immense, par une génération talentueuse et par l'espoir de soulever la CAN devant son propre public. En face, le Sénégal arrive avec une réputation claire, une équipe structurée, puissante mentalement, capable d'étouffer n'importe quel adversaire dans un match à haute pression. Dès le début de la rencontre, le match prend une forme très particulière. Ce n'est pas un match ouvert, c'est un combat stratégique. Le Sénégal installe un bloc compact. Les lignes sont serrées, l'axe est verrouillé. Les milieux de terrain sénégalais transforment la zone centrale en véritable étau. Le Maroc tente d'ouvrir des espaces dans les couloirs. Les latéraux montent, les ailiers cherchent à étirer le bloc sénégalais. Mais pendant de longues minutes, le match ressemble à une partie d'échecs sous tension. Chaque équipe avance puis recule. Chaque tentative offensive se heurte à un mur défensif. Le temps passe, les occasions restent rares et peu à peu, une sensation étrange s'installe dans le stade. La finale pourrait se jouer sur un seul détail, un ballon arrêté, une erreur, un moment de bascule. Puis arrive la seconde période. Le rythme devient plus nerveux, les duels se multiplient, les bancs deviennent plus agités. Mais malgré cette intensité, le score reste bloqué. Et lorsque le temps réglementaire s'approche de la fin, une autre sensation apparaît. Cette finale pourrait aller jusqu'au bout de la fatigue, jusqu'à la prolongation. Mais à la 98e minute, un moment va changer complètement le destin de cette rencontre. Un corner marocain arrive dans la surface sénégalaise. Le ballon flotte dans l'air. Un duel se produit. Brahim Diaz tombe dans la surface. L'arbitre laisse d'abord jouer. Mais quelques secondes plus tard, la VAR intervient. Le jeu s'arrête. Le stade retient son souffle. L'arbitre congolais, Jean-Jacques Ondala, marche lentement vers l'écran placé au bord du terrain. Pendant quelques secondes, il observe les images. Puis il se retourne. Et il pointe le point de pénalty. Pénalty pour le Maroc. Dans les tribunes, l'explosion est immédiate. Mais sur la pelouse, la réaction est totalement différente. Les joueurs sénégalais se précipitent vers l'arbitre. Les protestations deviennent intenses, les bras se lèvent, les discussions deviennent électriques. Et soudain, la situation échappe complètement au cadre normal d'une finale. Sur le banc sénégalais, la tension atteint son maximum. Puis une décision est prise. Les joueurs quittent la pelouse. Dans les tribunes, l'incompréhension est totale. Certaines personnes pensent que le match est terminé. D'autres pensent que les joueurs protestent simplement pendant quelques secondes. Mais les minutes passent. Les joueurs sénégalais sont dans le tunnel. Le match est arrêté. Les arbitres discutent avec les officiels. Les dirigeants des deux fédérations se rapprochent du bord du terrain. Le stade devient étrangement silencieux. Car dans ces moments suspendus, le football cesse d'être un simple spectacle. Il devient une crise. Finalement, après plusieurs minutes de négociation, les joueurs sénégalais reviennent sur la pelouse. Le pénalty peut enfin être tiré. Et ce moment va produire une scène qui restera gravée dans la mémoire de cette finale. Brahim Diaz s'avance vers le ballon. Il prend quelques pas d'élan et tente une panenka. Mais le geste est raté. Le ballon flotte doucement vers le gardien sénégalais. Edouard Mendy n'a même pas besoin de plonger. Il attrape le ballon dans ses bras. Le stade explose. Et soudain, le Maroc vient de laisser passer l'occasion la plus énorme de la finale. Le match bascule en prolongation. La fatigue devient visible. Les jambes sont lourdes. Les espaces commencent enfin à apparaître. Et c'est dans ce moment d'usure que le Sénégal frappe. Une transition rapide, une passe dans l'axe. Pape Gueye surgit et marque. Le stade tombe dans un silence brutal. Le Sénégal mène un but à 0. Quelques minutes plus tard, l'arbitre siffle la fin du match. Les joueurs sénégalais s'effondrent de joie. Le Sénégal est champion d'Afrique. Dans les tribunes, les célébrations commencent. Le trophée est apporté. Les caméras capturent l'image qui semble conclure l'histoire. Le Sénégal soulève la CAN 2025.
Mais ce soir-là, sans que personne ne le comprenne encore, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations n'est peut-être pas réellement terminée. Car dans les règlements du football international, un détail du match possède une importance immense. Quitter volontairement le terrain. Et ce détail va déclencher une bataille juridique qui va durer plusieurs semaines. Une bataille capable de renverser une finale. Dans les heures qui suivent la finale, l'histoire semble pourtant simple. Le Sénégal a gagné. Les images tournent en boucle sur les chaînes africaines. Les célébrations se poursuivent à Dakar. Les joueurs sénégalais rentrent au pays comme des héros. Mais pendant que les projecteurs restent braqués sur la victoire, dans un autre espace du football africain, beaucoup plus silencieux, une question commence à circuler. Une question qui ne concerne pas le but, ni même le penalty. Elle concerne un moment précis du match, le moment où les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse. Dans le football moderne, chaque compétition internationale repose sur un ensemble de règles extrêmement précises. Ces règlements ne servent pas seulement à organiser les matchs, ils servent surtout à protéger l'intégrité de la compétition. Et parmi ces règles, certaines concernent les situations les plus extrêmes. Refuser de jouer, interrompre volontairement un match ou quitter le terrain. Dans certains cas, ces actions peuvent être considérées comme un abandon de match. Et lorsqu'un abandon est reconnu, la sanction est claire, la défaite administrative. 3-0 au Maroc, ce détail ne passe pas inaperçu. Dès le lendemain de la finale, la Fédération royale marocaine de football commence à préparer un dossier. Les images de la rencontre sont analysées image par image. Les juristes regardent la durée exacte de l'interruption. Les séquences vidéo sont comparées avec le règlement officiel de la compétition. La question devient de plus en plus claire. Le départ des joueurs sénégalais peut-il être considéré comme une interruption volontaire du match? Car si la réponse est oui, alors la finale de la CAN 2025 pourrait entrer dans un terrain juridique extrêmement dangereux. Quelques jours plus tard, la Fédération royale marocaine dépose officiellement une plainte auprès de la Confédération africaine de football. Le cœur de l'argument est simple. Selon la Fédération marocaine, le départ collectif des joueurs sénégalais constitue une violation grave du règlement de la compétition. Les avocats marocains s'appuient sur plusieurs articles du règlement disciplinaire. Ces articles précisent que toute équipe qui refuse de continuer un match ou qui quitte volontairement le terrain peut être sanctionnée par une défaite par forfait. Dans ce cas précis, le score officiel devient automatiquement 3-0 pour l'adversaire. La plainte marocaine arrive donc sur le bureau du jury disciplinaire de la CAF. Et très rapidement, l'affaire prend une dimension institutionnelle, car il ne s'agit pas d'un match de groupe, il ne s'agit pas d'un match de qualification, il s'agit de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans les bureaux de la CAF, la pression devient immédiatement énorme. Chaque décision possible possède des conséquences immenses. Si la CAF applique strictement le règlement, alors la finale pourrait être annulée. Mais si elle confirme le résultat du terrain, elle pourrait être accusée d'ignorer son propre règlement. Le dossier est donc examiné avec une extrême prudence. Les images du match sont analysées, les rapports de l'arbitre sont étudiés, les témoignages des officiels présents sur le terrain sont collectés. Une chronologie très précise des événements est reconstruite, minute par minute, seconde par seconde. Combien de joueurs ont quitté la pelouse? Combien de temps l'interruption a duré? Qui a donné l'ordre? Et surtout, dans quelles conditions les joueurs sont finalement revenus sur le terrain? Pendant plusieurs jours, le jury disciplinaire travaille dans le plus grand silence. Puis la première décision tombe. Et elle ne va pas dans le sens du Maroc. Le jury disciplinaire rejette la demande de victoire sur tapis vert. Selon l'analyse de la commission, l'incident constitue effectivement un comportement antisportif grave. Mais il ne peut pas être juridiquement considéré comme un abandon définitif du match. Les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse, mais ils sont revenus et le match a été joué jusqu'à son terme. Dans cette interprétation, la CAF choisit de privilégier la continuité sportive. La finale reste donc valide. Le Sénégal reste officiellement champion d'Afrique. Mais cela ne signifie pas que l'affaire est terminée. Car même si la victoire sénégalaise est confirmée, la CAF décide malgré tout de sanctionner plusieurs acteurs du match. Le sélectionneur du Sénégal reçoit une suspension. Certains joueurs impliqués dans les protestations sont sanctionnés. Des amendes importantes sont infligées aux deux fédérations. La CAF veut envoyer un message clair. Ce qui s'est produit lors de la finale est considéré comme inacceptable. Pendant quelques jours, la situation semble se stabiliser. Le Sénégal reste champion. Le dossier semble refermé. Mais au Maroc, la fédération refuse d'abandonner. Car du point de vue marocain, la décision du jury disciplinaire ne répond pas à la question centrale. Les avocats marocains estiment que la commission a interprété le règlement de manière trop souple. Et dans un cas aussi grave qu'une interruption de finale, ils considèrent que la règle doit être appliquée strictement. La Fédération royale marocaine décide donc de porter l'affaire devant la commission d'appel de la CAF.
Et à partir de ce moment-là, la finale de la CAN 2025 entre dans une nouvelle phase. Une phase beaucoup plus dangereuse, car dans une procédure d'appel, tout peut être réexaminé. Les images, les rapports, les témoignages et surtout l'interprétation du règlement. La commission d'appel possède le pouvoir de confirmer la première décision, mais elle possède aussi le pouvoir de l'annuler complètement. Et si la première décision est annulée, alors la finale de la CAN pourrait connaître un destin totalement différent. Lorsque la Fédération royale marocaine décide de faire appel, le dossier change immédiatement de dimension, car un appel n'est pas seulement une contestation, c'est une réouverture complète du jugement. Tout peut être réanalysé, chaque image, chaque rapport, chaque article du règlement. Et dans cette nouvelle phase, les juristes marocains vont construire une argumentation beaucoup plus précise. Le cœur de leur stratégie repose sur une idée simple. Dans une compétition officielle, le règlement n'est pas une suggestion, c'est une règle absolue. Selon leur lecture du texte disciplinaire, quitter volontairement le terrain constitue une interruption du match. Et cette interruption peut être assimilée à un refus temporaire de jouer. Dans leur dossier, les avocats marocains insistent particulièrement sur un élément, la durée de l'incident. Les images montrent que les joueurs sénégalais ne se contentent pas de protester autour de l'arbitre. Ils quittent réellement la pelouse. Ils disparaissent dans le tunnel. Et pendant plusieurs minutes, la finale de la CAN est complètement arrêtée. Dans un match ordinaire, ce type d'incident serait déjà grave. Mais dans une finale continentale, l'impact est encore plus lourd, car la finale représente le sommet d'une compétition entière. Un moment censé être irréprochable. C'est sur ce point que les juristes marocains concentrent leur argumentation. Selon eux, permettre à une équipe de quitter la pelouse pendant une finale sans conséquences sportives créerait un précédent dangereux. Cela signifierait qu'une équipe pourrait interrompre un match pour contester une décision arbitrale sans risquer de perdre la rencontre. Et dans le football moderne, une telle situation est considérée comme inacceptable. Pendant plusieurs semaines, la commission d'appel de la CAF étudie le dossier. Les images de la 98e minute sont revues encore et encore. Les rapports de l'arbitre sont examinés. Les déclarations des deux fédérations sont analysées. La commission tente de répondre à une question extrêmement délicate. Le départ des joueurs sénégalais doit-il être considéré comme une simple protestation ou comme une interruption volontaire du match? Car toute la décision repose sur cette nuance. Si l'incident est considéré comme une protestation, alors le résultat du terrain reste valable. Mais si l'incident est considéré comme une interruption volontaire, alors le règlement prévoit une sanction beaucoup plus lourde. Et dans ce cas, la sanction est automatique. La défaite par forfait, 3-0. Le 17 mars 2026, la commission d'appel rend finalement sa décision. Et cette décision provoque un séisme dans le football africain. Contrairement au premier jugement disciplinaire, la commission d'appel adopte une interprétation beaucoup plus stricte du règlement. Selon son analyse, le départ collectif des joueurs sénégalais constitue bien une interruption volontaire du match. La commission estime que cette action dépasse le cadre d'une simple protestation. Elle considère qu'il s'agit d'un acte qui a suspendu la finale pendant plusieurs minutes et qui a mis en danger l'intégrité de la compétition. Dans ces conditions, la commission décide d'appliquer le règlement dans sa forme la plus stricte. La finale de la CAN 2025 est déclarée perdue par forfait pour le Sénégal. Le résultat officiel devient 3-0 pour le Maroc. Et avec cette décision, l'histoire de la compétition change brutalement. Le Sénégal perd son titre continental. Le Maroc devient officiellement le vainqueur de la CAN 2025. Dans tout le continent, les réactions sont immédiates. Au Sénégal, la décision provoque une onde de choc. Pour les supporters sénégalais, la finale a été gagnée sur le terrain. Le but a été marqué, le trophée a été soulevé. Et voir cette victoire disparaître plusieurs semaines plus tard est perçu comme une injustice. Au Maroc, la décision est interprétée d'une manière totalement différente. Pour la fédération marocaine, le verdict confirme simplement l'application du règlement. Dans leur lecture, le football doit être protégé par des règles claires. Et si ces règles ne sont pas appliquées dans une finale, alors elles perdent toute leur valeur. Mais au-delà de ces réactions opposées, cette affaire révèle une réalité plus profonde. Le football moderne ne se joue plus uniquement sur la pelouse. Il se joue aussi dans les règlements, dans les commissions, dans les procédures. Et parfois, le résultat final d'une compétition peut être décidé loin du stade, dans un bureau, dans une salle de réunion, autour d'un dossier juridique. La finale de la CAN 2025 restera probablement comme l'un des cas les plus extraordinaires de l'histoire du football africain. Un match gagné sur le terrain, puis perdu dans les règlements. Un trophée soulevé, puis retiré. Mais malgré cette décision, une question continue de flotter dans l'air. Car dans le football international, il existe encore une juridiction supérieure, le tribunal arbitral du sport.
Et si le Sénégal décide de porter l'affaire devant le TAS, alors l'histoire de cette finale pourrait connaître un nouveau chapitre. Car dans cette affaire, une chose est devenue certaine, le dernier coup de sifflet n'a peut-être pas encore été donné.